Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webcast de Sony Alpha. Tout d'abord, on voulait vous souhaiter une très bonne année 2021 que je vous souhaite, qu'on vous souhaite, plus douce et légère que la précédente, en espérant qu'on retrouve aussi un petit peu cette insouciance qui nous manque un petit peu et puis qu'on puisse se débarrasser de ces masques qui sont... voilà, qui sont devenus usuels, mais dont on aimerait se passer pour pouvoir, par exemple, vous offrir un vrai sourire. Très bienvenue sur cette nouvelle édition dans laquelle nous allons aborder pas mal de choses. Vous l'avez vu, c'est un webinaire que nous allons consacrer au travail notamment de Béatrice du duo The Quirky, qui est une de nos ambassadrices dans le domaine de la photo de mariage. Donc on est très content de pouvoir l'accueillir sur notre plateau. On va tout d'abord passer un petit peu en revue l'actualité de Sony. Ça ne vous aura pas échappé, vous avez peut-être vu passer les annonces du CES cette semaine. C'est un salon qui se tient aux États-Unis, alors cette année de manière virtuelle. On a annoncé par exemple l'arrivée prochaine d'un drone, donc une nouvelle ligne de produits chez Sony, qui a été baptisée AirPeak. Donc un drone plutôt costaud qui va vous permettre d'embarquer à bord notamment un boîtier alpha. Donc ça c'est un produit qui est encore en cours de développement, qui va sans doute arriver en Europe d'ici peut-être un an on espère. En attendant, c'est un produit qui va commencer, qui va d'abord être diffusé aux États-Unis et au Japon. Donc il faudra attendre un tout petit peu pour le voir arriver sur notre sol. Mais en tout cas, je sais que vous êtes nombreux à avoir réagi à cette actualité. Et donc, on vous en dira plus au fur et à mesure de son développement. Je voulais aussi vous reparler de l'offre qui est toujours en cours, l'offre sur les optiques, les coupons que vous recevez pour l'achat de nouvelles optiques quand vous enregistrez votre matériel sur le site Sony, donc sur la plateforme My Sony. Vous avez beaucoup de bénéfices en fait à enregistrer votre matériel sur cette plateforme puisque vous recevez par exemple les mises à jour qui concernent vos appareils photo ou vos objectifs. Vous recevez aussi, donc quand vous enregistrez un nouveau boîtier, vous allez recevoir 3 coupons de 100 € à valoir sur vos prochains achats d'optique. Et puis vous allez pouvoir, si vous avez acheté un boîtier récemment, donc dans les 6 semaines qui suivent votre achat, vous pouvez l'enregistrer pour bénéficier d'une année de garantie supplémentaire. Donc passer de 2 ans à 3 ans par exemple par rapport à la garantie constructeur. N'hésitez pas à le faire, à enregistrer votre matériel sur le site sony.fr et aller dans la rubrique My Sony pour vous enregistrer. Et on avait d'ailleurs une question d'Alex par mail en amont de ce webinaire qui voulait savoir si les nouveautés optiques seraient prises en compte dans cette offre. Alors le 35 GM dont on va parler aussi aujourd'hui, et on en parlera notamment avec Béatrice qui a eu l'occasion de le tester en avant-première, le 35 GM, lui, va être concerné par l'offre. Par contre, le 28-60, dont je vais vous parler dans un instant, lui ne sera pas dedans puisque c'est une optique plutôt qui est déjà positionnée à un prix très compétitif. Alors justement, ce 28-60, donc vous l'avez vu arriver à la rentrée dernière, puisque c'est l'objectif qui est proposé en kit avec l'Alpha 7C, et bien cette optique, vous allez pouvoir vous la procurer maintenant séparément. Donc si vous avez un autre boîtier Alpha et que vous voulez l'équiper de ce petit zoom hyper compact, on le voit bien là sur les images qui ont été réalisées avec le site Camera Size, vous voyez bien qu'il y a un très gros avantage à avoir un petit zoom comme ça monté sur votre boîtier puisqu'il est vraiment très compact, très commode. Vous pouvez aussi aller voir les tests optiques qui sont parus sur cette optique et vous rendre compte que ce n'est pas la compacité qui nuit à la performance. Donc cette optique qui vous permet à la fois de rendre votre ensemble de prise de vue plus compact mais aussi plus léger va être proposée à un prix public de 500 €. Donc voilà, une optique au prix aussi serré que son encombrement. Vous avez aussi noté dans une annonce qui est parue hier après-midi, je pense que vous l'avez vu passer sur les réseaux, nous avons annoncé la 39e optique de notre gamme d'objectifs plein format, donc la gamme Sony FE pour Full Frame.
Donc vous allez avoir une 39e optique qui vient s'ajouter à cette grande famille, donc 39 références adaptées pour les boîtiers plein format, sans compter les 20 optiques supplémentaires en format APS-C, donc une très très belle famille d'optiques. Et cette optique qui va s'ajouter, c'est donc le 35 f1.4 GM. Donc vous savez qu'on avait déjà plusieurs références en gamme par rapport à cette optique focale fixe. Celle-ci vient s'ajouter donc à notre proposition avec donc une optique GM. Vous connaissez maintenant la qualité à la fois de conception mais aussi la performance optique de cette gamme GM. Donc ce 35-1.4 qui est une optique essentielle du portfolio du sac photo des photographes exigeants, va vous permettre d'atteindre encore plus de performance mais aussi de compacité et de légèreté pour emporter cette focale avec vous. Donc vous le voyez sur cet écran. Donc on a évidemment une conception tout temps avec des joints d'étanchéité à toutes les jonctions d'assemblage pour garantir que l'optique soit hermétique à tout ce qui est phénomène d'environnement. Vous avez des commandes supplémentaires, donc un bouton fonction qui est paramétrable, une commande pour passer de l'autofocus à la mise au point manuelle, une bague de mise au point linéaire. C'est une optique qui est dans la droite lignée du 24-1.4, donc qui a été largement saluée par la critique pour ses qualités. Donc on peut s'attendre à la même tenue. Je vous invite à aller voir déjà les premiers tests qui sont sortis. Moi j'ai visionné celui de Gérald Undone ce matin, qui était très éloquent sur ce que vous pouvez attendre de cette optique 35 mm. Donc vous ne serez pas surpris de retrouver les mêmes caractéristiques en termes de piqué, en termes d'homogénéité sur tout le champ du rendu d'image, d'absence d'aberration chromatique, et puis avec une ergonomie vraiment super adaptée. Donc cette optique 35 GM vient s'ajouter à une gamme déjà très riche, puisqu'on avait déjà dans notre famille 3 35 mm. Le 35 mm f2.8 Zeiss, qui est très apprécié pour sa très très grande compacité et sa légèreté. Le 35 mm 1.8 qui est un ratio très, très équilibré entre la performance optique, le prix et la compacité. Et le 35 mm 1.4 Zeiss qui était jusqu'à présent l'optique de référence au niveau de cette focale pour sa luminosité, pour le soyeux du rendu de son bokeh. Donc le 35 mm Zeiss va continuer sa carrière, mais vous allez pouvoir choisir désormais entre le 35 mm Zeiss et le 35 mm GM dont on va parler. Et puis peut-être que Béatrice va pouvoir aussi vous éclairer sur qu'est-ce qui peut faire pencher la balance pour l'un ou pour l'autre. Quelle différence elle a vue à l'usage sur les qualités nouvelles de ce 35 mm GM. Donc en termes de taille, vous voyez que par rapport à un 24 mm, on n'est pas beaucoup plus gros, pas beaucoup plus lourd, un petit peu plus lourd quand même parce que c'est une optique une focale un petit peu plus longue. Une taille qui reste très, très bien contenue, à peine plus gros qu'un 24 mm f1.4, plus petit que le 35 Zeiss, plus léger aussi. Là on gagne plus de 100 grammes, donc c'est quand même très appréciable quand on travaille beaucoup avec une optique tout au long de la journée. 100 grammes à la fin de la journée, on sent la différence. Et donc vous allez avoir, pour cette focale de 35 mm, vous allez avoir le choix entre 4 références. À vous de choisir entre la luminosité, la compacité, le prix, le rendu optique. Donc vous allez pouvoir vraiment faire un vrai choix, et c'est ça la richesse aussi du système Sony aujourd'hui, c'est de vous proposer des alternatives et de vous offrir un vrai choix dans votre équipement. Donc cette nouvelle optique G Master porte la famille G Master à 12 optiques, donc 12 références qui sont toutes prises une par une, vraiment super performante, et je vous invite encore une fois à aller voir les tests pour vous en rendre compte. Vous verrez qu'il n'y a pas rien à... Tout est bon à prendre dans cette gamme GM qui allie à la fois la performance optique et la durabilité dans la manière dont elles sont conçues. Si on veut reprendre en détail les caractéristiques du 35-1.4, on a évidemment des éléments XA. Alors les éléments XA, c'est des super asphériques, donc c'est des lentilles qui ont l'avantage de compacter, on va dire, l'effet d'un groupe optique entier dans une seule lentille mince. Donc c'est là où on gagne en poids et en encombrement. On a évidemment un verre ED, c'est ce qui contribue aussi à limiter tout ce qui est aberration chromatique. On a un diaphragme à 11 lamelles, donc ça fait aussi une différence avec le 35 mm Zeiss.
le Zeiss a 9 lamelles, le GM a 11 lamelles, donc on peut s'attendre à un bokeh encore plus velouté. On a des moteurs XD, je ne sais pas si ça vous parle, allez voir si vous voulez sur internet, tapez dans un moteur de recherche XD, Sony XD Motor, vous allez voir comment fonctionne le moteur XD. C'est un moteur qui fonctionne sur une rampe de mise au point longitudinale, enfin linéaire, donc vous n'avez plus ce mouvement hélicoïdal qui fait parcourir à la lentille de mise au point une grande distance. La lentille avance et recule en ligne droite et donc elle est actionnée de manière beaucoup plus rapide et surtout de manière hyper silencieuse, ce qui est aussi très important par exemple pour les vidéastes. On a évidemment au niveau de l'ergonomie le commutateur de crantage. Alors là je vais peut-être vous le montrer en détail. Ça c'est le 24, vous voyez je finis par les confondre puisqu'ils se ressemblent tellement. Le 35 1.4, donc vous allez avoir ici sur le côté de l'optique. Je ne sais pas si je vais réussir à faire la mise au point, je suis peut-être un petit peu trop près. Vous avez un commutateur qui vous permet de basculer d'une bague complètement fluide à une bague crantée sur la commande de diaph. Donc, ce qui vous permet en photo d'avoir un repère voilà, tactile sur le niveau de diaph que vous sélectionnez, et quand vous êtes en vidéo par exemple de pouvoir avoir un iris continu, ce qui vous permet d'être beaucoup plus agile, on va dire, dans la gestion d'exposition. On va retrouver également, donc je vous l'ai dit, une mise au point manuelle à réponse linéaire, un traitement anti-reflet nano AR2, donc très performant pour éliminer tout ce qui est ghosting, tout ce qui est image fantôme quand vous êtes notamment à contre-jour. Un revêtement en fluorine, ça concerne la lentille avant et ça permet que les poussières ou l'eau n'adhèrent pas à la lentille avant, donc ça limite la salissure, on va dire, de l'optique quand vous travaillez dans des environnements où l'air peut être éventuellement dans la poussière ou à l'extérieur dans les embruns. Des joints d'étanchéité, on en a parlé, un bouton fonction qui est paramétrable, par exemple pour appeler la fonction crop APS-C si vous voulez, simplement en pressant le bouton qui est sur le côté de l'optique, et ce commutateur de mise au point avec une mise au point mini qui descend à 25 cm. Voilà, l'optique va être proposée, alors ça c'est le prix, c'est le prix officiel annoncé par Sony, c'est 1 700 €, donc même moins cher qu'un 35 mm Zeiss. Donc une optique compacte, performante et économiquement donc très bien placée. Voilà, mais je pense que là, c'était le descriptif technique. L'idée, c'était aussi de vous parler de cette nouveauté à travers des images. Et pour ça, je vais avoir le plaisir d'accueillir sur le plateau tout de suite Béatrice, qui nous a fait le plaisir de nous rendre visite depuis Bordeaux. Donc, bienvenue Béatrice, tu peux nous rejoindre. Attention en passant de ne pas prendre l'appareil photo bon, sur le coin de la tête. Voilà. Bonjour Béatrice. Salut Guillaume. Merci de venir sur le plateau pour nous exposer un petit peu, parce que toi tu as eu la chance de tester ce 35 mm f1.4 en avant-première. Ouais. Donc tu vas pouvoir nous montrer quelques images et nous dire un peu quelles ont été tes impressions sur ces premières images que tu as pu réaliser avec ce 35 mm. Ouais. Avant ça, je voudrais quand même alors je pense que vous êtes nombreux parmi ceux qui sont connectés ce soir à connaître un petit peu l'univers de Jérémy et Béatrice, puisque vous êtes en fait les Quirky. Les Quirky, c'est 2 personnes. Est-ce que tu peux nous présenter les Quirky brièvement? Oui, totalement. C'est donc Jérémy, donc, qui n'est pas là aujourd'hui avec nous, mais qui est le vidéaste de notre duo, et moi qui suis la photographe, tout simplement. Et on est tous les deux spécialisés en portrait et en mariage. Et voilà, et depuis 6 ans maintenant. Voilà, et tout le monde se souvient évidemment du film que Jérémy, par exemple, a réalisé cet été sur le lancement d'Alpha 7 S3 qui s'appelle Créer. Je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, à aller le voir sur Internet. Un très très beau film sur les artisans et voilà, sur ce que c'est que créer. C'est un film, rien que d'en parler, tiens, j'en ai la chair de poule. C'est vraiment des superbes images, donc je vous invite vraiment, si vous ne connaissez pas ce film, à aller voir cette création de Jérémy. Donc ça fait maintenant 13 ans que vous travaillez, c'est ça, enfin toi en tout cas, sur le mariage. Ça fait 13 ans que je travaille sur le mariage et 6 ans du coup avec Jérémy. Donc c'est vraiment, le mariage, c'est devenu ma spécialité. Ça fait combien de mariages en 13 ans? J'ai arrêté de compter, mais si on regarde, plus de 300 je pense. Une moyenne de 20 mariages par an depuis 13 ans, oui, on est à bien plus de 300 couples. Ouais.
Et donc vous êtes dans une spécialité qu'on appelle le Destination Wedding, Ouais. c'est ça? Donc c'est quoi le Destination Wedding? Et alors, c'est le fait de travailler avec des couples, soit français, soit étrangers, mais surtout à l'étranger. Et voilà, en 2020, Destination, on a un petit peu Petite oublié. parenthèse. Ouais. Voilà, clairement, ça a été plus national et encore que Destination. Mais la plupart du temps, dans une année normale, on fait la moitié de notre saison à peu près à l'étranger. D'accord, alors cette année, comment ça s'est passé du coup? Alors cette année, de toute façon, il n'y a pas eu de saison, hein, Voilà. on peut dire. Voilà. On a eu un petit temps où on a pu un peu travailler entre août et septembre. Mais la plupart des reportages ont été décalés soit cette année, soit pour certains malheureusement totalement annulés. Mais voilà, donc on espère que du coup ces mariés qui ont dû annuler leur mariage de l'année dernière et qui l'ont reporté à cette année vont pouvoir le faire. Et oui, parce que voilà, le Covid ne doit pas arrêter l'amour. Et tout à fait, mais ça ne l'a pas arrêté pour la majorité d'entre eux. Tant Mais, mieux. Mais pour le mariage, c'est un peu différent. Donc vous êtes, là on voit c'est ton profil Insta. Ouais. Donc vous avez chacun votre profil. Ouais, parce que du coup, j'avais déjà moi mon profil Insta avant que Jérémy et moi on se mette à travailler ensemble. Donc je l'ai gardé et puis ça permettait de pouvoir bien mettre en avant les deux. Donc voilà, sur mon Insta, on va trouver que de la photo. Sur l'Insta de Jérémy, on va trouver beaucoup de vidéos, que de la vidéo et pas mal de geekeries puisque il est dans notre duo, c'est lui le geek de nous deux. Ouais. Donc voilà, on va trouver voilà, nos deux facettes de The Quirky sur chacun de nos Insta. Donc deux profils qui se complètent bien. Et puis donc vous avez aussi vos profils qui sont visibles. Enfin ton profil en tout cas est sur Alpha Universe. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir les profils sur Alpha Universe. Mais c'est vrai que ton Instagram est très très riche en images. C'est une vraie source d'inspiration. Et on a eu d'ailleurs des messages en amont de ce live, notamment de Michael qui dit avant tout qu'il souhaite te dire que tu es pour lui une source d'inspiration. Voilà, donc c'est très gentil, merci voilà. beaucoup. Et qui te demande de continuer à nous régaler avec tes images. Et je vous invite à aller faire un tour sur les profils Instagram de Jérémy et de Béatrice pour voir un petit peu tout ce panel. On va en parcourir quelques-unes, des images plutôt récentes, et notamment celle que tu as fait donc avec le 35 mm 1.4. Exactement. Donc si on veut un petit peu parler de ton univers créatif, toi tu es jusqu'à présent, tu t'inscris dans un style qu'on appelle le Moody, c'est ouais, ça? Exactement. Alors c'est quoi le Moody? Alors le Moody, c'est un style photographique, donc il en existe plusieurs hein, évidemment, et je pourrais dire qu'il y a même autant de styles que de photographes, mais il y a des grandes branches, et le Moody, c'est la branche de la photographie sur laquelle on retrouve des images qui sont assez contrastées, avec des noirs assez francs, des couleurs chaudes, plutôt, je ne veux pas dire sombres, mais on n'est pas sur la partie très très lumineuse de la photographie. Donc ça, par exemple, on peut définir ça comme une image Moody. Totalement. Alors, elle est Moody de par les conditions. Là, la photo était prise de nuit, donc par défaut, on est sur quelque chose d'un petit peu plus sombre. Mais le fait de jouer avec les contrastes, avec la lumière, effectivement, ça va bien dans le style Moody. Oui, totalement. Donc vous photographiez, le nom The Quirky d'ailleurs c'est un peu lié à ça, vous photographiez des mariages qui ne sont pas forcément que des mariages très conventionnels. Ouais, c'est ça l'idée? On s'est spécialisé dans les mariages avec des couples qui aiment organiser des mariages un peu originaux, avec des soirées délurées, avec pas forcément respectant tout à fait les codes traditionnels du mariage. Et nous, ça nous allait bien parce que voilà, dans notre caractère, on aime bien ce genre de personnalité-là. Et du coup, on en a fait un peu notre marque de fabrique, de faire de l'original et couplé à un style Moody. Alors on a déjà des questions qui arrivent sur notre fil de discussion et vous connaissez le principe de ces lives. Hein. L'idée c'est que ce soit interactif et que vous ayez la possibilité de poser vos questions directement à nos invités, donc aujourd'hui à Béatrice. Donc on a Fabrice qui demande comment pallier au manque de rentrée d'argent avec les mariages annulés. Alors, c'est là où je dis, voilà, le mariage, c'est notre spécialité, mais pas que. C'est ce qu'on met évidemment le plus en avant et c'est ce qui fait, entre guillemets, évidemment, notre renommée. Mais à côté de ça, on travaille énormément sur le corporate aussi. On travaille avec des professionnels. Donc, l'année 2020, avec les mariages annulés, on a pu quand même continuer à travailler sur les projets corpo. Donc voilà, donc on a mis un peu plus l'accent en 2020 sur les projets corpo.
D'accord. Ça ne nous a pas avec totalement, avec succès. Ça n'a pas totalement pallié évidemment la saison des mariages, mais ça a permis effectivement de contrebalancer un petit peu. Et puis il y a les aides de l'État éventuellement aussi. Exactement, il y a eu les aides de l'État qui nous ont permis pas de récupérer la totalité de notre chiffre d'affaires, mais au moins de faire face, exactement. On voit sur cette image que je passe un peu du coq à l'âne, mais que tu utilises un Alpha 9 Mark II. Ouais. C'est ton boîtier de prédilection. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que tu as choisi ce boîtier-là dans la gamme Alpha? Et alors, moi je suis arrivée, j'ai pas toujours shooté au Sony, mais je suis arrivée chez Sony avec le A9. Donc j'ai commencé directement avec celui-là, et en regardant les caractéristiques, en fait, je trouvais vraiment qu'il avait tout ce que je voulais, en fait. Et c'est un boîtier qui est extrêmement réactif. C'est un hybride, et travailler à l'hybride, j'ai envie de te dire, maintenant c'est devenu un truc, c'est incontournable, voilà, c'est incontournable. On a des avantages incroyables à travailler à l'hybride, mais celui-là en particulier, il est hyper réactif et ça m'intéressait. Voilà, je suis photographe de terrain, et j'avais besoin d'un boîtier qui suive un peu cette activité de photographe de terrain. D'accord. Et puis il a un truc pour moi qui est assez fou, c'est le fait de pouvoir l'utiliser en totalement silencieux. Ça reste le truc le plus... Et j'imagine que c'est d'autant plus important quand on travaille avec un vidéaste. Et oui, bah oui. ça a grandement contribué au choix du boîtier. Voilà. Au début, on travaillait en réflexe, et à la paix des ménages, concrètement. Et puis même, on ne faut pas oublier qu'on travaille, quand on fait un reportage mariage, on travaille quand même pour nos clients. Et c'est quand même pour eux, quand on leur livre un reportage vidéo, on a envie qu'ils aient la totalité des sons, des ambiances, des rires, et pas forcément le bruit du photographe à côté qui clique à longueur de journée. Donc clairement, ça a été... Puis on va en parler aussi parce que tu travailles essentiellement au 35 mm, c'est ça? Ouais. Oh, oui, c'est ma focale de prédilection. Chouchou. Ouais. Tu fais quoi en pourcentage de tes images? Je pense que ça va être 80% de mes images, si c'est pas plus que ça. On doit approcher des 90% de mes images qui sont prises au 35. Ouais. Donc ça veut dire qu'au 35 mm, on est des fois proche de son sujet, et que le fait de ne pas avoir de clic aussi, ça permet de garder des expressions peut-être plus spontanées et plus naturelles. C'est exactement ça. Le but du jeu, c'est d'avoir une focale qui permettent et à la fois d'avoir des plans larges quand j'en ai besoin, et d'avoir des plans un peu plus proches quand j'en ai besoin, mais sans perdre les émotions, j'allais dire, je trouve les mots en anglais disturb. Sans perturbation. Sans perturber les situations, et avoir les vraies choses telles qu'elles se passent. D'accord. Et donc on a la question d'Alex qui revient, mais Alex, on a répondu à votre question sur l'ODR, elle va s'étendre au 35-1.4 effectivement, donc juste un petit peu de patience le temps que l'optique arrive sur le marché, hein, ça sera début février, et vous la verrez apparaître dans l'offre de remise dont vous pouvez bénéficier lorsque vous vous enregistrez sur le site MySony. On a aussi Oumou qui voudrait savoir si ça t'arrive de prendre aussi des photos avec d'anciens appareils. Est-ce que tu travailles que avec des boîtiers électroniques, ou est-ce que des fois ça te prend de revenir au film par exemple? Ouais, j'ai mes boîtiers argentiques à la maison, mais je les utilise jamais dans le cadre pro. C'est toujours sur des images perso, ou alors vraiment si demain j'organise un shooting mais qui n'a pas besoin d'un résultat sûr et certain, ça m'arrive encore de photographier avec de l'argentique. Donc là, on voit aussi qu'il y a un aspect quand même post-production dans tes images. Ouais. Toutes tes images ne sont pas forcément que des photos prises sur le vif. Enfin, c'est une photo prise sur le vif, mais tu fais aussi de la composition derrière. Ça, c'est une surimpression, c'est ça? Ouais, exactement. En fait, c'est même une double expo, mais qui a été faite pas en boîtier, mais qui a été faite à la post-prod. Et ça m'arrive de temps en temps, quand la photo s'y prête, de faire quelques projets créatifs comme ça, et de les livrer à mes mariés. Ça apporte ma petite touche personnelle, artistique sur les images. Et donc j'imagine que pour avoir ces idées-là, il faut quand même y passer un petit peu de temps. Donc ça veut dire que tu ne livres pas forcément tes images tout de suite après. Non. Tu prends le temps de les travailler, de te laisser inspirer par ce que tu ramènes de ton reportage. Exactement. Et puis je pense que c'est important de se laisser le temps de la digestion des images aussi. Parce que quand je traite jamais, de toute façon pas par la force de l'agenda, jamais tout de suite après un mariage, je traite pas mes images tout de suite après. Mais le fait de laisser de toute façon quelques jours décanter un petit peu les images, même pour soi dans sa tête, je trouve ça hyper important. On revient un peu avec un regard neuf sur ces images, et on peut parfois tomber sur la petite pépite qu'on n'aurait pas vue si on avait encore les images de la journée en tête. Si on était dans le rush, voilà, si on restait dans le rush de la journée de reportage. On a déjà des questions sur l'Alpha 7 Mark IV. Il y a Antoine qui demande ce que toi tu attendrais d'un Alpha 7 Mark IV.
Très honnêtement. On n'y est pas encore, hein, Antoine. Hein, on a encore un peu de patience. On Hein. n'y est pas encore, mais je savais Toi, tu es heureuse avec ton Alpha 9. Moi j'adore l'Alpha 9 en fait, donc je me dis que même s'il devait y avoir une prochaine évolution de la 9, je ne saurais pas ce qu'on pourrait apporter de plus en fait. J'ai l'impression que c'est déjà un boîtier hyper complet, quoi. Alors on va le rappeler, hein, l'Alpha 9, c'est vrai que c'est un boîtier qui est un peu superlatif. Il a un capteur particulier qui permet d'éviter ce qu'on appelle l'effet de rolling shutter, c'est-à-dire les déformations d'image liées à la vitesse du sujet ou au mouvement du boîtier. Il a les 20 images par seconde, on peut monter aussi au 32 millième de seconde en vitesse d'obturation. C'est de la folie. Quand on veut travailler, alors là on va parler d'une optique justement qui ouvre à 1.4 quand on est dehors en plein soleil et qu'on veut garder une faible profondeur de champ pour bien mettre en relief ces sujets, on a besoin de pouvoir monter la vitesse. C'est le seul boîtier sur le marché qui permet de faire ça. Exactement, c'est le seul. Et du coup, voilà, ça me paraissait évident. Quand on travaille à l'étranger, on disait, et sur des destinations un peu exotiques. Et on va le voir tout à l'heure avec des images du Maroc, par exemple. Exactement, où on peut travailler en plein soleil à midi. Moi j'adore shooter sur des ouvertures entre 1.4 et 2.8. Donc clairement, les 32 millièmes, si je les avais pas, ça serait plus compliqué. Ouais. Alors là, on va voir une image qui a été prise sur le vif. C'était une question de Oumou qui voulait savoir si toi, tu faisais poser tes sujets. J'imagine qu'il y a des phases aussi dans le reportage de mariage. Il y a des moments où c'est plus posé, il y a des moments où c'est plus spontané. Évidemment, dans une cérémonie, on ne peut pas trop se permettre d'intervenir en tant que photographe. Voilà, il y a des moments dans la journée où on laisse filer les choses. Et j'ai envie de dire c'est 90% de la journée. Et puis, les 10% qui restent, ça va se concentrer sur les images de couple et les images de famille ou les images avec, par exemple, les demoiselles d'honneur, etc. Où là, ça va être des images, mais plus que posées, moi, j'aime mieux dire que c'est guidé. Parce que l'idée, c'est pas dans l'idée de poser, il y a vraiment ce côté figé. Et nous, ce qu'on recherche, c'est pas toujours que ce soit figé, mais que ce soit plus guidé. On leur donne les grandes lignes et ensuite, on leur explique qu'ils sont libres de discuter, de rigoler, de bouger, de placer leurs mains comme ils le souhaitent, pour essayer d'apporter un peu plus de naturel dans ces images-là. D'accord, donc là par exemple, ça c'était une image, c'était une composition. Au départ, c'est effectivement, je l'ai dit au couple de se mettre là, à cet endroit-là, devant l'arche, mais j'ai apporté un peu plus de naturel en leur demandant, là on voit qu'ils ont les parapluies parce qu'il fait un mauvais temps, etc. Mais ils avaient envie de jouer avec ça et de pas forcément avoir leur parapluie tout le temps sur toutes les photos au-dessus de la tête. Et donc on s'est dit, on va faire toutes les images au sec avant avec le parapluie, et puis à la fin, on va s'amuser en jetant les parapluies. Et ça donne de la dynamique à une image qui, à l'origine, était plus posée. Alors je voulais vous montrer, mais j'ai pas réussi à basculer sur mon navigateur web, mais vous pourrez aller voir sur le profil de Béatrice sur Instagram. Il y a une séquence de photos qui est prise sur cette prise de vue. Oui, parce que du coup, je l'ai prise en rafale. Tu l'as prise en rafale, parce que c'était une question de Mickaël. Bonsoir Mickaël Viniski qui nous a envoyé ces questions avant, pour être sûr qu'on puisse les aborder. Donc il demandait justement si toi tu utilisais beaucoup le mode rafale. Ouais, je l'utilise pas mal. Il y a quand même beaucoup, dans un mariage, il y a quand même beaucoup de moments où c'est très utile. Notamment les moments de sortie de cérémonie, tous les moments qui vont être un petit peu rapides, sortie de cérémonie, entrée des mariés, soit dans une cérémonie, soit dans la salle par exemple. Et puis dès qu'on veut avoir ce type d'image-là un petit peu rigolote, où on se dit que se contenter qu'à une seule photo, on peut avoir les yeux fermés, on peut avoir ce genre de choses-là. Là, au moins en shootant en rafale, on est sûr d'avoir la bonne image et de s'amuser à faire des gifs par exemple. C'est ce que j'ai fait et j'imagine c'est ce dont tu parlais sur mon Instagram. Je l'ai posté la suite de photos, j'en ai fait un gif et du coup, ça nous permet d'avoir toute la situation et ça rend encore plus dynamique la séance en elle-même et le résultat. D'accord. On a une question attendez que je la retrouve, de Charline qui voulait savoir pendant un mariage, est-ce que tu shootes tout au 35 ? Est-ce que tu n'as pas peur de rater des moments d'émotion qui sont peut-être plus faciles à capter de loin ou avec une plus longue focale ? Alors j'ai toujours 2 boîtiers dans tous les cas. Donc j'ai toujours mon 35, donc j'ai les doubles straps avec un boîtier avec le 35 et l'autre boîtier avec un 85 ou avec un 135. Donc dans tous les cas, si je sens, par exemple sur une cérémonie où j'ai besoin d'être un petit peu loin, où je peux pas trop m'approcher, où j'ai besoin d'être à l'écart, dans ce cas-là, je vais shooter avec le 135 ou le 85. J'ai toujours les deux avec moi justement pour pallier
Et c'est aussi une sécurité d'avoir 2 boîtiers. Dans tous les cas, c'est toujours une sécurité d'avoir 2 boîtiers, mais j'utilise de toute façon un petit peu les deux, même si c'est principalement le 35. Alors à propos du 35, on avait une question à vous poser, à laquelle vous allez pouvoir réagir sur Instagram, sur le profil Sony France. Par rapport à ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc la proposition d'aujourd'hui 4 35 mm dans la gamme Sony, je ne sais pas si tu les as tous testés toi. Alors j'ai testé le 2.8, celui que j'ai, le Zeiss, le seul que j'ai pas testé c'est le 1.8 en fait. D'accord, donc vous avez le Zeiss 2.8, vous avez le Sony 1.8, vous avez le Sony GM 1.4 et le Zeiss 1.4. Qui vient d'arriver. Vous, lequel aurait votre préférence? Donc allez-y, vous pouvez nous répondre sur le profil Instagram de Sony France et puis on vous donnera votre sentiment à vous et voilà, vous voir s'il y a une majorité qui se dégage sur le choix de ce 35 mm. Donc ça c'est du coup fait avec des vitesses élevées et par rapport au choix de l'exposition, donc on a une question de Ibrahim qui voudrait savoir si tu utilises le mode manuel ou la priorité vitesse ou diaphragme. Est-ce que tu as un mode de travail de prédilection? Moi je suis toujours en manuel. Les rares cas où je vais utiliser la priorité, une priorité en tout cas, ce sera plutôt la priorité ouverture. Parce que vraiment ça fait partie de mes caractéristiques de vouloir shooter à des ouvertures, voilà, 1.4, 2.8 maximum. En tout cas quand je peux, pas sur des images évidemment type groupe, etc. Où là vraiment on passe sur du F8 voire plus, si on a vraiment des gros groupes. Mais du coup, voilà, la plupart du temps, je shoot tout en manuel et si j'ai besoin, ça va être priorité ouverture. D'accord. Plutôt priorité ouverture parce que tu veux toujours... Toi, ce qui t'importe, c'est la signature d'image avec le flou derrière. C'est exactement ça. Michael, lui, voudrait savoir comment tu fais pour gérer le stockage, parce que si tu fais des rafales à 20 images secondes, ça remplit vite les cartes. Donc comment tu t'y prends? Alors après, les rafales, ça représente quelques moments dans la journée. C'est pas toute la journée qui est faite comme ça. Sinon, je passerais beaucoup trop de temps en post-prod à trier les images. Mais il n'y a pas de secret, hein. De toute façon, va falloir avoir quelques disques durs en réserve. Et encore, moi, je shoot à la 9, donc qui a que entre guillemets 24 millions de pixels. Donc en termes de poids des fichiers, je m'en sors pas trop mal. Mais voilà, sur les photographes qui utilisent par exemple un A7R4, eux, j'imagine qu'ils doivent avoir le double du disque dur de ce que j'ai. Mais en général, en même temps, la rafale n'est pas aussi rapide sur un 7R4. Non. On est quand même à 10 images secondes. Hein, c'est ce qui est quand même pas mal. Voilà, mais en termes de poids des fichiers, on a des fichiers qui sont un peu plus lourds. Là, sur le A9, on est sur des fichiers des RAW qui doivent tourner à peu près entre 50 et 60 MB, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est le double sur un 7R4. C'est le double, exactement. Je regardais des fichiers, on regardait d'ailleurs des fichiers tout à l'heure, et j'avais des fichiers à 117 MB sur un A7R4. Donc, mais sur une saison de mariage, une année normale, je dois avoir deux disques durs max. D'accord, donc ça reste gérable. Donc. Totalement. Et à propos de ton Alpha 9 et justement de cette définition, Michael demandait aussi si toi tu préférais pas avoir peut-être un peu plus de définition sur ton Alpha 9? J'en aurais pas l'utilité. J'ai jamais eu aucun client qui a tiré ses images en 4x3 pour mettre sur un mur chez eux. Donc... Et encore en 4x3, on regarde pas l'image collée au tirage. Non, clairement. Donc voilà, pour les mariages, ça pourrait être utile si j'avais besoin, par exemple, en post-prod, d'aller cropper dans mes images. Mais faut pas oublier que je travaille souvent à la focale fixe, donc je fais en sorte à l'origine cadrer comme il le faut et j'ai pas besoin de cropper énormément dans mes images. D'accord. Et alors, non, je retrouve plus ma question. La question que je voulais te poser. Est-ce qu'on peut passer à la photo suivante? Oui, c'était sur cette même série. Donc ça, c'est une série que tu as réalisée aux États-Unis, c'est ça? Ouais, qui est proche de Seattle. Ouais. Et on voit que les conditions météo n'étaient pas idéales. Ben, ça arrive. Ça arrive. Et donc, que ce soit pour le matériel ou pour les modèles, comment on fait pour travailler dans des conditions qui ne sont pas toujours idéales? Et ben, on fait avec quand même. Alors, heureusement, les boîtiers supportent. Là, il a très bien supporté la pluie. Là, c'est Seattle. Mais je veux dire, avec Jérémy, on a été de nombreuses fois en Islande où là, on en peut avoir la pluie, le vent, le froid. Le combo que les boîtiers peuvent redouter. Et les boîtiers résistent très bien, il n'y a aucun souci. Après, par sécurité, par exemple là, moi j'avais une protection en plastique pour boîtier, mais vraiment hyper simple. Hein. Ouais, voilà. Hyper simple, juste pour vraiment protéger, mais nombre de fois où j'ai shooté sous la pluie et ça n'a jamais posé aucun souci. D'accord. Alors on a beaucoup de questions apparemment à propos du flash. Est-ce que tu pratiques le flash ou pas du tout, ou est-ce que
Est-ce que le flash est une religion? Non, mais dans la journée, la plupart du temps, j'utilise pas le flash. Les seuls moments où je vais utiliser les flashs, c'est soit pour vraiment avoir des effets de style que je recherche, par exemple en soirée, pouvoir travailler à vitesse lente, avoir les effets de filet, etc. Là, oui, je vais utiliser le flash parce qu'autrement, c'est pas possible. Et si vraiment... on le verra tout à l'heure aussi dans des séries d'un point de vue créatif. Exactement, si vraiment ça a pour moi un intérêt et que ça va dans le message que je cherche à passer, sinon j'utilise très peu le flash. D'accord, donc beaucoup de lumière ambiante. Alors là, on va voir une photo noir et blanc. Ça t'arrive aussi de travailler en noir et blanc, parce qu'on parlait du style moody, mais est-ce que tu as des mariés, par exemple, qui aujourd'hui te demandent d'avoir des reportages en noir et blanc? Alors, entièrement noir et blanc, non, ça n'arrive jamais. Et j'espère que ça n'arrivera jamais, parce que du coup, je me dis que les mariés qui viennent vers nous le font parce qu'ils aiment aussi ce style de couleur particulière. Maintenant, dans mes reportages, il y a toujours du noir et blanc. C'est jamais les mariés qui me le demandent, mais c'est moi qui les fournis. En traitant mon reportage, je vois quelles images, pour moi en tout cas, fonctionnent bien en noir et blanc, et automatiquement je les mets dans le reportage. Et pour apporter des respirations dans la manière dont tu fais des albums derrière, ça, oui, bien sûr, oui, de fournir des albums à mes mariés. Après, la sélection des photos, ça reste quand même les mariés qui l'a fait, la sélection. Donc les noirs et blancs, c'est en fonction de leur goût. Et il peut m'arriver d'ajouter des noirs et blancs à leur demande que moi j'avais pas mis à l'origine, mais parce que dans leur sélection ils se disent que ça ira bien. Donc ça peut m'arriver de le faire. Mais la plupart du temps, les mariés qui viennent vers nous le viennent quand même pour la particularité des couleurs, et pas forcément pour le noir et blanc. J'en montre très très peu des images en noir et blanc. Si on regarde nos sites ou notre Instagram, il y en a très peu. Alors justement, cette image-là, elle n'est même pas extraite d'un reportage, en fait elle est extraite d'un workshop, parce que vous savez peut-être si vous nous suivez sur les réseaux, mais on fait régulièrement des workshops. Alors ça, c'est le dernier qu'on a fait ensemble, c'était au mois de mars, juste avant le confinement. C'est ça, le dernier week-end avant le confinement. Les derniers moments d'insouciance avant le confinement, donc on passe un petit coucou à nos stagiaires s'il y en a qui nous écoutent ce soir, parce que c'est toujours des moments super sympathiques et dans lesquels c'est des vrais moments d'échange. Donc ça fait partie aussi de votre envie, ça, de partager votre savoir-faire. Ouais, ça a toujours été. Enfin, naturellement, on répond à toutes les questions qu'on peut nous poser via les réseaux ou quand on a l'occasion d'avoir des événements avec des photographes, etc. Mais les workshops, c'est vraiment un événement particulier qu'on aime beaucoup faire, qu'on a beaucoup aimé faire et qu'on espère pouvoir refaire bientôt. Oui. Parce que c'est un vrai partage, et puis on a ça nous permet même à nous en fait d'analyser notre travail parfois sur des points auxquels on fait les choses un peu mécaniquement, et d'avoir l'échange avec les personnes, les photographes qui viennent en workshop et qui nous posent des questions. Ça nous permet aussi nous aussi d'avoir un regard sur notre travail, d'analyser, de s'améliorer. D'avoir un retour, c'est toujours important. C'est vrai que les photographes sont des travailleurs solitaires la plupart du temps, mais c'est bien aussi d'avoir un petit peu ces moments d'échange. Donc là, on voit justement ce moment où tu as fait cette photo qu'on regardait juste avant, de ce couple qui posait pour ce workshop. Donc voilà, avec l'écran orientable, qui est aussi un truc que tu utilises beaucoup. Mais oui, je suis pas très grande. Mon grand désespoir. Donc par moment, l'écran orientable, c'est quand même très très utile. Quand on a là besoin, comme sur cette image-là, quand on a besoin d'avoir un point de vue un petit peu haut, mais voilà, moi pour photographier une table ou des choses comme ça. Pour photographier une table, pour photographier des gens un peu plus grands que soi. Donc ouais, non, c'est hyper utile l'écran orientable pour plein de situations, pour la hauteur, mais aussi pour photographier des choses qui sont très basses. Si on veut photographier, je sais pas moi, des pieds de mariée pendant la préparatif qui enfile ses chaussures. J'ai pas forcément envie d'être accroupie par terre à me casser le dos, donc je vais avoir tendance à me baisser, à diriger l'écran vers moi et à pouvoir avoir la vision de ce que je suis en train de shooter sans avoir à me recroqueviller par terre, donc c'est très très utile. Et donc par rapport à ça, par rapport à la visée sur écran, bon, on est peut-être moins concentré que quand on est dans le viseur. Pour la mise au point, tu le gères comment? Tu fais confiance? Et c'était d'ailleurs aussi une question de Mickaël qui voulait savoir dans quel mode tu travailles, par exemple en autofocus. Tu es en autofocus single, en continu? En continu, je travaille tout le temps en continu, et je déplace mon joystick pour pouvoir avoir mon point de mise au point exactement là où je le souhaite. Donc voilà, je me dis qu'en travaillant en continu, je suis sûre que si je commence à shooter quelque chose et que la personne bouge de quelques centimètres, j'aurai toujours le boîtier qui continuera à faire la mise au point, et donc je suis à peu près sûre que ma photo
sera net, quoi. Et ça, c'est aussi quelque chose qui a beaucoup changé, j'imagine, avec l'hybride, c'est que le fait d'avoir un autofocus qui couvre tout le champ, ça permet de libérer un petit peu les chakras au niveau du suivi. Totalement, ça permet d'avoir des cadrages beaucoup plus créatifs. Les cadrages créatifs qu'on pouvait avoir avant, mais sur lesquels on était peut-être un peu moins rassurés sur la mise au point. On connaît tous, je pense, la technique du je fais ma mise au point, je décadre en bougeant mon appareil photo et je shoot. En maintenant le shutter à mi-course. Mais on a des résultats qui sont approximatifs. Là, je peux déplacer mon collimateur directement là où je veux le mettre, à n'importe quel endroit sur mon écran. Et puis avoir une accroche de point qui est fiable. Qui est fiable et qui est la même que si mon point était en centrale, en fait. Notamment avec la technologie d'autofocus sur l'œil. Donc là, on le voit, voilà, par exemple, sur un sujet comme ça, le fait de pouvoir aller se concentrer sur son cadre sans être hyper focus, c'est le mot s'y prête bien, sur où est-ce que la mise au point s'est faite, quoi. Ah oui, là, je suis sûre de mon coup, j'ai déplacé mon collimateur sur l'œil, mais en plus, je peux activer la fonction de détection de l'œil. Il n'y a aucune raison là pour que ma map soit à côté, sur le nez, sur la bouche ou sur l'oreille. Enfin là, c'est pas possible. Et c'est d'autant plus important quand on utilise une optique à grande ouverture, comme ce 35 mm. Alors jusqu'à présent, toi, tu utilisais beaucoup le 35 Zeiss, c'est le Zeiss 1.4 que tu possèdes. On a besoin d'avoir une vraie fiabilité de la mise au point pour être sûr de ne pas avoir la mise au point sur le bout du nez ou sur le lobe de l'oreille ou sur les cheveux. Donc la détection de l'œil alliée à cette détection sur tout le champ, c'est quand même un confort supplémentaire. C'est un confort, c'est une garantie, c'est pour soi-même, on se sent plus relax du coup. On se sent moins stressé à shooter et on shoot moins. Et on shoot moins aussi puisqu'on est plus sûr du résultat. Mais c'est vrai que quand on investit dans des optiques comme celle-là, des très belles optiques mais qui ont aussi leur coût, on n'a pas envie de les utiliser en fermant le diaph pour être sûr d'avoir une mise au point correcte. C'est ça. Donc là, on parlait tout à l'heure des photos que tu fais parfois à l'étranger. Donc là, c'est ce workshop que vous avez fait au Maroc, c'est ça? Exactement. Donc en plein désert, c'est ça? C'est ça. Plein soleil. Donc on voit que là, tu montes un petit peu en vitesse pour garder une ouverture. Alors, tu n'es pas descendu à 1.4 en l'occurrence, tu es à f2. Mais pour garder une grande ouverture et puis justement pouvoir toujours détacher le sujet du fond. C'est ça. Alors là, sur l'image de gauche, j'ai envie de te dire c'est pas très grave parce que y a rien derrière, c'est le désert. Mais effectivement, si on a un arrière-plan derrière et qu'on veut garder qu'on veut vraiment avoir un sujet qui soit bien détaché de l'arrière-plan, là, shooter sur des ouvertures, voilà, 1.4, c'est vrai que j'avais regardé l'année dernière, alors du coup pas en 2020 mais en 2019, mes statistiques, et c'est quelque chose comme 70% de mes images qui étaient shootées à 1.4. Donc sur un reportage, il faut être sûr de son optique, il faut être sûr de son boîtier pour se dire je vais shooter 70% du reportage à 1.4, quoi. Ouais, sans avoir trop de taux de déchets, quoi. Exactement. C'est pas tout, on peut shooter 70% à 4 et avoir beaucoup de déchets. C'était possible il y a quelques années, j'ai envie de te dire, ce n'est plus possible aujourd'hui. Oui, puisque le principe de l'hybride, c'est de faire la mise au point exactement là, sur le capteur image, là où se forme l'image quand elle est enregistrée. Donc il n'y a plus de possibilité de décalage entre un capteur autofocus qui n'est pas dans la même ligne optique et le capteur image. Donc c'est aussi toute la différence du système hybride qui a été notamment poussé par Sony. On voit ici aussi que sur le portrait de droite, tu utilises le 135 1.4. Ouais. Alors ça c'est une optique. Alors je concède totalement que je la sous-exploite parce que c'est une optique incroyable. Je pense qu'elle a gagné de nombreux prix. Elle a été quand même reconnue pour sa qualité. Oui, les GM en général, oui. Les GM en général, mais du coup voilà, c'est une optique folle avec un piqué incroyable. Et pour faire ce type d'image là, des portraits comme cela, c'est dommage qu'on puisse pas zoomer dans l'image, mais qu'on... Pas sur celle-là, on verra tout à l'heure, on a zoomé sur une autre, mais c'est vrai que je sais pas si on peut l'avoir en haute définition quelque part, cette image pour se rendre compte. Non, je pense pas, et puis sur les réseaux sociaux, la compression fait que de toute façon on perd un peu sur la qualité d'image. Mais si jamais il y a des personnes qui aimeraient voir cette photo en haute def, on peut m'envoyer un message et je leur enverrai avec plaisir l'image pour qu'ils puissent apprécier la qualité du 135. Alors, on continue d'avoir beaucoup de questions. Oumou qui voudrait savoir si c'est tes clients qui choisissent l'appareil photo que tu utilises. Bah non. C'est toi c'est ton outil de travail. Totalement. Et la plupart du temps, les gens savent même pas quel appareil on utilise en fait.
Et donc l'Alpha 9 en termes de montée en ISO, c'est toujours une question de mou. Tu le pousses jusqu'à où? Et le maximum, et ça a été vraiment pour des questions de test, je pense que j'ai dû pousser peut-être dans les 20 000 et quelques, je sais plus c'est quoi les chiffres, mais peut-être ça va être 25 000, quelque chose comme ça, Ouais. ISO, et c'était assez bluffant. J'avais pas, alors évidemment, une image totalement prise dans le noir en la poussant à 25 000 ISO, C'est pas la même chose. c'est pas la même chose. Faut pas oublier qu'il faut toujours quand même une petite source de lumière, même si c'est une simple bougie. Mais j'avais fait test justement avec un couple dans le noir en extérieur avec juste une bougie comme éclairage et c'était la folie. Enfin, il y avait un petit peu de grain évidemment, mais du grain, pas du bruit. Ça passe cette bouillie un peu avec les petits points rouges et verts qu'on peut avoir quand on pousse vraiment les boîtiers à l'extrême. Non, c'était vraiment un joli grain, comme si je l'avais ajouté en post-prod, quoi. C'est quelque chose que tu fais, ça d'ailleurs, d'ajouter éventuellement du grain en post-prod? Ça peut m'arriver suivant, suivant l'endroit, suivant le mood que je veux apporter à mes images. Ça peut arriver que j'ajoute un petit peu de grain. C'était d'ailleurs, tu parles d'ambiance, de mood, c'était une question de Patrick qui voulait savoir au niveau du traitement des couleurs, est-ce que tu privilégies le style moody ou est-ce que tu adaptes les couleurs au lieu, la saison? Est-ce que chaque reportage finalement a sa propre ambiance? Alors, en tout cas, dans la colorimétrie que j'applique, c'est toujours la même. Mais par défaut, si on shoot au Maroc à midi en plein désert ou dans une pièce où il fait sombre avec une source lumineuse, forcément, il y en a une des deux où le style moody va plus ressortir. Mais c'est vraiment une question d'ambiance en prise de vue et pas une question de post-prod. Moi, la mienne, la post-prod, elle est consistante. C'est toujours la même, quel que soit le reportage et quelle que soit la lumière. D'accord, donc là on voit une image, si on peut la passer à l'écran, de ce workshop. Alors, toujours aussi ces couleurs, toi tu es très attaché à certaines tonalités en fait dans tes images. Et bizarrement le bleu c'est pas du tout une couleur. Ah, alors ça te prête mal, j'ai pas choisi la bonne image. Non, au contraire, c'est un bon choix d'image parce que je privilégie beaucoup les couleurs chaudes, dans les tons orangés, les tons couchés de soleil, en grosso modo. Mais là, ça prouve que même avec des tons qui normalement seraient plutôt attribués sur du froid, comme le bleu, où là c'est un vert bleu, ça peut marcher quand même. Et finalement, on peut faire du style moody, quelle que soit la palette de couleurs qu'on va avoir. Parce que autant les mariés ne choisissent pas les boîtiers qu'on utilise, autant nous, on ne choisit pas les couleurs qu'ils vont porter le jour de leur mariage. Donc tant mieux si ça fonctionne avec toutes les palettes de couleurs. Alors, j'ai du mal à interpréter le résultat qui s'affiche du sondage qu'on a fait sur Insta. A priori, vous êtes très nombreux, en tout cas, à plébisciter le 35-1.8, qui est a priori votre préféré. C'est vrai que le 35-1.8, c'est un excellent... Justement, c'est celui que tu n'as pas testé. Eh ben, c'est le seul que j'ai pas testé. Mais qui a un excellent rapport qualité-prix, et puis aussi qui reste très compact. Donc c'est vrai que comme première optique 35 mm, c'est sans doute celle qui est l'idéal. Après, on va vous montrer les résultats faits au 35-1.4, et je vous invite encore une fois à aller voir par exemple le test de Gérald Undon sur internet. Vous verrez qu'il compare justement le 1.8 et le 1.4. Alors le 1.8 n'a pas du tout à rougir, mais on voit que le 1.4 apporte quand même un gros plus. Toi, c'est quoi les différences que tu as pu voir? On va y venir, on va l'aborder. On est encore en train d'explorer un petit peu ton univers créatif, mais on va y venir un petit peu à la fois. Le 35-1.4, c'était aussi une question qu'on a reçue là sur le fil. Qu'est-ce qui te ferait pencher la balance entre un Zeiss ou un GM? Clairement la compacité, parce qu'en termes de qualité optique, le Zeiss est excellent. Celui qui va arriver, donc là le G Master, est tout aussi excellent, et j'ai envie de dire même un poil mieux. Mais par contre, en termes on a souvent eu comme argument pour les boîtiers hybrides la compacité, la légèreté, et là, je veux dire, ça se vérifie plus que jamais. Quand on voit l'optique qui est... tu l'as là? Alors là, on a le 35... non, on n'a pas le 35 Zeiss. D'ailleurs, je ne sais pas si on l'a... Mais sur les photos que tu as montrées au début de ta présentation, on voyait la différence entre les deux. Je veux dire, on est quand même proche du 24 mm. Ouais. Et ça reste pourtant un 35. Et rien que pour ça, je trouve ça assez fou d'avoir réussi à mettre autant de technologie dans un objectif aussi petit et aussi léger, en fait. Et là, je me dis, voilà, pour tous les reportages à l'étranger, pour les moments où on a besoin d'avoir un sac à dos un petit peu allégé et qu'on ne veut pas abandonner son 35 et qu'on veut garder surtout l'ouverture à 1.4,
clairement, c'est sur celui-là que de toute façon, c'est sur celui-là que je vais pencher. D'accord. Dès qu'il sera disponible. Il y a aussi le diaphragme à 11 lamelles. Exactement, à 11 lamelles VS9. Ouais. Ce qui veut dire que derrière, on a un bokeh qui est encore plus doux, qui est encore plus rond et qui est vraiment agréable à regarder. On revient sur ce reportage donc au Maroc, donc des lumières du désert. Donc ça, on est plutôt en fin de journée quand même. Ouais, on est au coucher du soleil. Et tu travailles donc malgré tout à des vitesses élevées, donc il devait encore y avoir un petit peu de jus là. Oui, il devait y avoir encore un petit peu de soleil. Je me rappelle plus des exifs précisément, mais oui, 320e, oui, ça va. On n'est pas encore, mais on le voit de toute façon derrière sa jambe, il reste encore un peu de lumière. Et à contre-jour, parce que c'est toujours, c'est ma façon un peu de travailler. J'adore travailler sur des lumières à contre-jour. Mais voilà, 5 minutes après, on n'a plus de lumière. Et j'ai quand même continué à shooter jusqu'à ce qu'il fasse nuit, en fait. Et tu as déjà noté des différences de lumière en fonction des pays dans lesquels tu photographiais? Oui, il y a des différences de lumière. On peut prendre un pays, on peut prendre l'Islande, par exemple. Au coucher du soleil et le Maroc au coucher du soleil, et on n'a pas du tout le même doré. Mais sans même aller à l'étranger, on prend le coucher du soleil à Lille et le coucher du soleil à Marseille. Bizarrement, on n'a pas non plus la même luminosité. Donc là, ça c'était plutôt dans la journée, j'imagine, parce que là on était au 4 millième de seconde à f2. C'est ça, mais on est en plein après-midi là en fait. Plein après-midi, donc on disait tout à l'heure, le fait de pouvoir monter haut en vitesse, c'est aussi, ça fait partie des avantages recherchés pour pouvoir travailler avec des optiques à grande ouverture en plein jour. Totalement, ouais, c'est le plus important pour moi, c'est vraiment de ne pas perdre ma signature et qui est de shooter sur des ouvertures, voilà, 1.8 de 8, 1.4 de 8, et du coup là je peux le faire. Ça t'est déjà arrivé de monter jusqu'au 32 millième de seconde avec Ça arrivait plein de fois, ouais. C'est arrivé plein de fois, j'aurais pu la mettre, mais il y a une photo sur la masterclass qu'on a fait au mois de mars, il y a une photo que j'avais mis en exemple d'un moment de préparatifs, enfin, avant les préparatifs où on a une mariée qui est autour de la piscine avec ses amis, et là il est 11h du matin, et on est vraiment en plein soleil, et il n'y a pas un arbre, et il n'y a rien qui couvre la piscine, et là j'avais poussé au 32 millième. Et en plus ça permet d'avoir j'imagine sur des scènes d'action en piscine. Voilà, là ça va parce qu'elles étaient vraiment assises au bord, mais ouais. je voulais vraiment, l'idée c'est de pouvoir avoir les pots qui ne soient pas cramés, voilà, d'avoir exactement une expo qui soit parfaite, mais en gardant voilà, un 4, un 8, F2. Donc là c'est un workshop, donc c'est pas des vrais mariés. Non. Mais tu te choisis toujours pour ces workshops, tu choisis toujours des vrais couples, ouais. Pour qu'il y ait une vraie complicité, que ce soit pas quelque chose de factice. C'est exactement ça, le but du jeu c'est de se mettre, même en workshop, on essaie de se mettre dans des conditions qui soient le plus proche possible d'un vrai reportage. C'est-à-dire qu'on shoot le maximum de choses en one shot, on évite de refaire 150 fois la scène en se disant le premier essai était pas bon, on va le refaire 2, 3 fois, 4 fois jusqu'à ce qu'on trouve le bon angle, etc. Non, en général on se met dans des conditions comme sur un reportage, et on essaye de shooter tout à l'angle qu'on aurait choisi si on avait été en reportage, exactement de la même manière, et avec un vrai couple. Alors Mickaël demande quel flash tu utilises ça t'arrive d'utiliser le flash à contre-jour, parce que c'est la question de Mickaël. Jamais. Jamais. Sur le contre-jour, c'est du contre-jour. C'est du contre-jour. C'est du contre-jour, et la question qu'on pourrait se poser, c'est parce que forcément, arriver à contre-jour, on peut se dire que ça peut un peu pomper, on peut avoir du mal à choper le point de mise au point. Non, en fait. C'est pour ça que j'ai pas besoin d'utiliser le flash et que je peux shooter à contre-jour sans souci. Donc uniquement en soirée ou pour l'aspect créatif. Exactement. Alors, tu travailles aussi avec des stylistes. Ouais. Ça, c'est un peu mis en scène, évidemment. C'est quelque chose qui a été travaillé. Mais donc, tu te promènes aussi avec ton jerrycan d'essence. Voilà, là, c'est la décoratrice qui s'est baladée avec son jerrycan d'essence. Ouais. Et qui s'est dit que ça serait... en fait, c'est parti de l'idée d'un feu de camp dans le désert. Mais ce genre d'images, on les a déjà vues beaucoup de fois. C'était assez commun et on voulait quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire et qui a un peu cet effet waouh. Et donc, on s'est dit, donc là, on est sur le setup de la cérémonie. Et elle s'est dit, on n'a qu'à le brûler. D'accord. Et donc, du coup, ça a donné cette image. Le feu. On a allumé le feu de la cérémonie. L'effet visuel est assez saisissant. Fabrice voudrait savoir si tu utilises d'anciens objectifs Montura avec la bague LAEA ou ce que tu en penses. En fait, toi, tu es arrivé dans le système pour l'hybride. Donc, du coup, tu n'as pas connu cette époque de la monture A, qui est toujours d'actualité. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus la monture E et les hybrides qui prennent le pas.
En tout cas, Mickaël, je ne sais pas si vous avez vu passer l'information, mais on a lancé tout récemment une nouvelle bague, la LAEA 5, qui cumule tous les avantages des précédentes avec aucune limitation, enfin avec beaucoup moins de limitations. Donc je vous invite à aller faire un tour sur le site sony.fr et voir ce que ça peut vous apporter éventuellement comme bénéfice si vous possédez encore des optiques Montura. Donc c'est sûr que les Montura peuvent toujours être utilisés sur des boîtiers alpha, et vous voyez qu'avec le lancement de cette nouvelle bague d'adaptation, on continue de cultiver justement cette compatibilité intergénérationnelle dans les produits Sony. Alors Jean demande si tu utilises un profil particulier. J'imagine, Jean, j'interprète un petit peu la question, j'imagine que vous parlez des profils créatifs. Toi, quand tu shootes, bon, je laisse toujours le standard. De toute façon, tu shootes en RAW, donc de toute façon, ça va être modifié à la post-prod. Alors par contre, il m'est arrivé de faire un shoot mode en le mettant en noir et blanc. En shootant en noir et blanc. Parce qu'on voit directement le noir et blanc dans le viseur. Exactement, et ça me permettait d'avoir un rendu. Je savais que de toute façon en post-prod, la totalité, pour le coup, c'est le seul reportage dont la totalité des images est en noir et blanc, et que j'ai fourni en noir et blanc. Mais et du coup, ça m'a donné une vision différente. Et je m'étais dit que c'était c'était à creuser. Parce que finalement, en shootant en noir et blanc, on se concentre beaucoup plus sur son sujet et on fait abstraction de tout le reste. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Une approche peut-être plus formelle de l'image. Exactement, exactement. Ouais. Et je me dis que même pour un reportage mariage, alors je ne l'ai pas fait au final, mais ça serait intéressant d'essayer de shooter tout un reportage en mettant son boîtier en noir et blanc. On a vraiment une vision différente, une façon de regarder les choses qui est totalement différente et qui est hyper intéressante. Sachant qu'en plus, bon, vous le savez sans doute, hein, dans les hybrides aussi, l'avantage c'est que justement le viseur donne le reflet de l'image finale, à la fois en termes de couleur, mais aussi en termes d'expo, de balance des blancs éventuellement si on est en couleur. Enfin voilà, on a une prévisualisation au moment de la prise de vue qui est assez exact par rapport au rendu final de l'image. On n'est plus sans cesse en train de yoyoter avec le boîtier pour vérifier à chaque fois qu'on déclenche si l'image correspond à l'intention qu'on avait. Philippe voudrait savoir si pour le contrôle de l'exposition, tu utilises les zébras. Les zébras, je ne sais pas, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est beaucoup utilisé par les vidéastes. Ouais. Ça permet de voir dans l'image où se situent les zones surexposées ou qui dépassent un certain seuil d'exposition, puisqu'elles sont hachurées. Donc, dans le viseur électronique, ça permet d'avoir cette information en surimpression de l'image qui vous est donnée pour vraiment visualiser si vous avez des zones surexposées et où elles se situent. Parce que des fois, quand c'est un arrière-plan, bon, bah, si l'arrière-plan est un petit peu cramé, on s'en fout. Par contre, s'il y a un perçage sur une pose, c'est plus gênant parce que c'est quelque chose qui va être difficile à rattraper en post-prod. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu utilises? Non, je ne l'utilise pas, mais c'est dommage que Jérémy ne soit pas là, mais lui, il les utilise beaucoup. Parce que pour le coup, en vidéo, on a moins de marge de manœuvre. C'est ça aussi, c'est que sur le RAW, j'ai quand même une marge de manœuvre. Alors, il ne faut vraiment pas être totalement raté sur son expo, mais j'ai une marge de manœuvre en post-prod qui me permet de dire si j'ai effectivement ce petit spot parfois sur le front parce que le soleil tapait dessus, etc., que je sais que je pourrais légèrement rattraper. Dans tous les cas, j'utilise pas les zébras, mais je fais toujours en sorte d'exposer correctement mon sujet. L'histogramme, par exemple, tu utilises? Je peux utiliser l'histogramme, par exemple. Ça m'arrive de le regarder, effectivement, l'histogramme. Mais comme de toute façon, le viseur me permet d'avoir l'expo en temps réel, je veux dire, au moment où je shoot, je le sais si mon image, elle est trop surexposée, sous-exposée, ou voilà. D'accord. Et après, je sais que j'ai un petit peu de marge de manœuvre par rapport aussi à la colorimétrie que je vais appliquer. Alors l'image suivante, ça va répondre aussi à la question, je crois que c'était Oumou qui posait la question tout à l'heure de la montée en sensibilité. Donc voilà, pour capturer ce genre d'image, donc là on est à la nuit tombée. Ouais. Là il y a plus, on est peut-être, je sais pas, 20 minutes après l'image précédente. Le coucher du soleil. Donc on voit que tu es monté à 6400 ISO. Donc toi tu disais ta limite, et finalement il n'y en a pas, c'est 25600 ISO, c'est-à-dire la sensibilité maxi à laquelle on peut shooter en déclenchement silencieux. Voilà, tu peux le pousser au bout sans souci. Et là, il y a un peu de traitement à faire derrière, mais c'est tout à fait gérable. C'est tout à fait gérable. Et quand on voit, en plus là ils sont en train de marcher, donc ils sont en mouvement, et ça m'a quand même pas empêché de shooter au 60e. Oui. Parce qu'on pourrait dire qu'il y aurait un peu un flou de bouger, etc. Alors je marche en même temps qu'eux, mais il n'y a rien qui me garantit que je marche au même rythme et que du coup mon image ne va pas être floue au moment où elle se retourne. Et là on voit voilà, la tombée de la nuit au 60e, on est quand même sur une ouverture, voilà, un 8. Ouais. Ça aurait pu être risqué et pourtant j'ai pas eu peur de prendre le risque et le résultat est là. Voilà, et c'est une image effectivement avec cette ligne de crête là qui donne une vraie perspective. C'est vraiment une très belle image, ainsi que celle-ci. Alors on parlait tout à l'heure justement du fait que tu shootais beaucoup à contre-jour. Ouais.
parce que c'est quoi? C'est pour mettre en relief les profils? Je pense que c'est vraiment une question de goût. J'adore le rendu du contre-jour. C'est surtout sur les images de couple, parce que finalement, c'est surtout celles-là qu'on fait au moment où c'est le coucher du soleil, sur un reportage. Mais même quand on a le choix, par exemple, sur là, un échange de vœux, donc on n'est pas sur une journée de mariage où on est Dans timé. une continuité, oui. Là, on aurait pu choisir un autre créneau horaire, mais volontairement, j'ai choisi le créneau du coucher du soleil parce que là, j'aime vraiment ce rendu-là. On a une question de Samantha, alors c'est pas à voir avec l'image qui est affichée là, mais qui pose la question de l'avantage de la 9. Est-ce que tu l'utilises aussi parce qu'il n'y a pas de banding? C'est-à-dire le phénomène de banding, c'est un phénomène qui va s'observer notamment quand on est dans des éclairages artificiels, où le scintillement en fait, des lampes peut provoquer ce phénomène de strie dans l'image qu'on peut constater avec tous les boîtiers du marché, mais beaucoup moins avec l'Alpha 9 parce qu'il a justement ce capteur particulier. C'est aussi ça l'intérêt pour toi? Totalement, c'est totalement ça. Il y a vraiment beaucoup de critères qui font que je trouve qu'il est vraiment adapté au reportage. On passe de lumière naturelle à lumière artificielle. On a quand même une partie, enfin un bon tiers de la journée qui se fait en lumière artificielle quand c'est à partir de la soirée. Et ça n'empêche pas sur d'autres boîtiers de shooter quand même avec, mais seulement il faut juste avoir la mécanique si on veut éviter ce phénomène de banding, de shooter, d'arrêter de shooter en silencieux et de revenir sur du mécanique pour éviter ce banding et ensuite d'adapter sa vitesse à la vitesse de la lumière. Donc il faut toujours 2-3 tests avant de trouver le bon réglage. Et là je me dis avec la 9, quelle que soit la vitesse à laquelle je veux shooter, j'ai pas ce phénomène de banding et je peux continuer à shooter en silencieux. Alors on va me dire sur la soirée on s'en fiche, je shooter à silencieux parce qu'il y a du bruit, mais j'ai pas à penser au fait qu'il faille basculer le boîtier en mécanique. Je commence en silencieux le matin, je fais toute ma journée en silencieux et je me préoccupe pas du fait qu'il y ait des lumières artificielles ou pas. Alors on voit cette image, encore une image prise à contre-jour, alors là avec un effet de fumée, donc tu te promènes avec ton jerrycan d'essence et tes fumigènes. Voilà, c'est important d'être équipé pour faire de la photo de mariage. Et d'avoir tout le matériel nécessaire. Non, et là, beaucoup plus simple, et c'est une petite astuce que je peux donner aux photographes qui aiment ce genre de rendu. Il n'y a pas besoin d'une machine à fumer pour faire ça. Il existe des aérosols qu'on appelle les aérosols d'atmosphère. Et voilà, et il suffit c'est un spray, hein, c'est une petite bonbonne. Et il suffit d'asperger toute la salle de ce truc-là. Et si on a suffisamment de lumière qui arrive dans la pièce, on obtient un petit peu cet effet un peu brumeux. Voilà, en intérieur. Pour nimber un peu les sujets ça permet des fois aussi peut-être de faire de cacher de l'arrière-plan. Ouais, voilà. Exactement. Sur d'autres photos de cette série-là où on n'a pas la brume, en fait on les voit pas évidemment là, mais du coup il y a les prises par exemple sur les murs. Alors les murs derrière sont en lamelles de bois et du coup les prises blanches, on voit que ça. Et là je me dis que ça me permet de concentrer mon image sur mon sujet et d'effacer tout ce qu'il y a autour et qui pourrait me gêner, ou les habitations qu'on pourrait voir derrière la fenêtre par exemple. Exactement, oui, un arrière-plan qui est disgracieux. On va passer donc au test du 35-1.4 parce que du coup quand même on y arrive. Et oui. Et puis le temps tourne, alors il faut peut-être qu'on en parle rapidement. Donc tu as eu l'occasion de le tester avant son annonce, et donc de faire quelques shootings avec. Totalement. Qu'est-ce que pour toi ça a changé? Alors on en a un petit peu parlé déjà tout à l'heure, mais en pratique, sur l'aspect pratique, qu'est-ce que tu as vu comme différence par rapport aux Zeiss? Alors j'ai vu qu'il était... Alors, les Zeiss c'est déjà très réactif, mais il faut croire que c'est possible de faire mieux. C'est la motorisation XD. Et voilà, et du coup qui fait que j'ai testé pas sur ces images-là évidemment, mais pour m'amuser en mettant, n'importe qui peut faire le test, prendre 2 bouteilles en les mettant à 1 mètre de distance et passer de l'une à l'autre. Et j'ai été hyper impressionnée de la rapidité à laquelle on passe d'un plan proche à un plan éloigné. Enfin, ça se fait vraiment en moins d'un claquement de doigts pour le coup. Et je me dis que voilà, sur des shootings où là j'ai pu tester parfois sur des images où les modèles étaient en mouvement, mais où elles tournent avec la robe, donc parfois elles me tournent le dos et puis elles reviennent vers moi et la map se fait instantanément. C'est assez fou quoi. Il est hyper réactif.
Donc ça, c'est un gros changement, et ça, c'est la motorisation XD. Alors encore une fois, allez voir sur Internet, vous tapez Sony XD motor, vous allez voir des vidéos qui vous montrent la manière dont c'est actionné. C'est une exclusivité Sony, hein, cette technologie. C'est vraiment une technologie qui fait la différence, effectivement, en termes de réactivité, parce que c'est bien d'avoir un système autofocus qui est performant en matière de détection, on en a parlé, de la détection de l'œil, mais si derrière la motorisation et le goulet d'étranglement, bah, on perd une grande partie du bénéfice de la performance de l'acquisition de points. Donc ça fait partie effectivement de la performance d'ensemble et de ce qui est à souligner sur cette nouvelle référence en 35 mm. J'en profite pour vous poser la question suivante. Si vous deviez choisir, si vous allez vers un 35-1.4 GM, en fait vous le choisiriez plutôt pour quoi? Pour sa luminosité, pour sa compacité, pour son bokeh ou pour son ergonomie? J'imagine que ça peut être un peu tous à la fois, mais s'il y a une priorité pour vous, c'est laquelle? Donc vous pouvez aller répondre à la question sur l'Insta de Sony France. Allez-y, vous pouvez voter dès maintenant, et puis on vous donne encore une fois le résultat des courses un petit peu plus tard. Donc le 35-1.4, tu l'as utilisé sur ce shooting, donc c'était quoi? C'était pour photographier des collections? Une collection, oui, une collection. Donc avec des conditions de lumière qui n'étaient pas forcément évidentes. Bah, en fait, la plupart des images de la collection ont quand même été faites donc, sur le setup qu'on a vu juste avant. Donc sur celui-ci aussi. Sur celui-là, voilà. Qui en début de journée était parfait, mais par contre, arrivé en fin de journée, qui a commencé à être un petit peu difficile, parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais on est dans une petite cour intérieure qui fait peut-être 30 mètres carrés, et qui est entourée sur les 4 côtés enfin sur 3 côtés par des murs de béton qui devaient faire à peu près 15 mètres de haut. Donc on est à l'ombre. Et donc on est à l'ombre pour la totalité de la journée. Alors au début ça va parce qu'on est quand même, ça reste lumineux, mais plus on avance dans la journée et plus ça devient difficile. Et sur la photo que tu as montrée, celle-ci, là par contre c'est moi qui me suis volontairement mis dans un endroit de la maison où je me suis dit qu'il serait intéressant de voir ce que ça donnerait si on voulait vraiment des gros contrastes. Pouvoir garder la modèle suffisamment bien exposée et avoir tout le reste qui soit totalement effacé de mon image. Et on voit que ça fonctionne parfaitement. Alors le risque dans ce genre de prise de vue de haut contraste, c'est d'avoir ce qu'on appelle le fringing, c'est-à-dire d'avoir des effets de contour avec des couleurs avec des franges de couleurs. Et qui partent un petit peu, voilà. Ouais, et là on les a pas du tout, quoi. Toutes les images sont vraiment clean, même sur les bords, même sur les passages entre l'ombre et la lumière, on ne voit pas de couleurs qui peuvent apparaître un peu bizarres ou de bavements, on pourrait dire ça, mais tout est hyper clean, quoi. Donc un shooting de robe de mariée, puis tu as aussi fait un shooting, ce qu'on appelle un elopement. Alors c'est quoi l'elopement exactement? Alors l'elopement, en gros, c'est la version réduite du mariage. Alors c'est quand le couple décide de faire son échange de vœux. Parce que c'était vraiment un elopement, ça? Alors pas vraiment. On est à mi-chemin entre le shooting et l'elopement. Elle voulait faire un shooting avec son compagnon et on en a profité pour faire un truc amélioré en travaillant un peu des mises en scène. En travaillant un peu, parce que moi ce que je trouve important sur les elopements, c'est quand même de garder l'idée qu'on est quand même là pour raconter une histoire, et on peut se dire que sur un elopement, étant donné qu'on est à que deux personnes ou un très très petit comité, qu'on va avoir du mal à raconter une histoire, et je trouve que c'est bien quand même de le faire sur les elopements, et c'est ce qu'on a voulu faire avec ce couple-là. Donc encore une fois, le passage par le noir et blanc, donc ça c'est une technique que tu expliques très bien au workshop. Tu fais en sorte que ils se frôlent en fait, hein, ils s'embrassent jamais vraiment. C'est exactement ça. Après, je me suis rendu compte que sur les images de baiser, ce qui m'intéressait le plus, c'était pas forcément de les voir s'embrasser, mais l'espèce de moment qui vient juste avant. Et du coup, pour obtenir ce moment-là, et aussi pour les mettre dans leur bulle, c'est vrai que j'aime bien leur dire de se mettre très très près, de fermer les yeux, mais de pas s'embrasser, juste d'être très très proche et un peu de sentir la respiration de l'autre, d'être dans ce moment juste avant de s'embrasser. Mais alors au 35 mm, du coup, on est très proche. Oui. Donc on est dans l'intimité du couple. Complètement. Le cercle de... Le périmètre est très réduit. Le périmètre est très très réduit, mais c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont les yeux fermés, c'est pour pas se rendre compte. Mais encore une fois, le déclenchement silencieux, c'est là où... Déclenchement silencieux, voilà. Après, on peut les mettre comme ça dans leur bulle et on peut faire en sorte qu'ils y restent, surtout.
Une image prise en plein jour, et ça me permet de poser la question de Patrick qui voulait savoir si tu avais une approche particulière pour exposer en plein soleil. Est-ce que tu surexposes, sous-exposes? Est-ce que tu utilises une technique pour avoir derrière peut-être la matière dont tu as besoin pour traiter ton image? Sur une image comme celle-là, je vais juste exposer correctement pour avoir, surtout elle, du coup, qui va être bien exposée, en sachant que l'exposition, elle va surtout jouer par rapport à ce qu'on va appliquer derrière comme colorimétrie. Moi, je sais par exemple que sur la colorimétrie que j'applique, ça va tendance à boucher un petit peu les noirs. Donc pas sur cette image-là, pas sur cette condition de lumière-là, parce que là, on est vraiment sur des conditions presque idéales. C'est lumineux, mais c'est pas non plus, on n'est pas en plein soleil, on n'a pas du soleil qui tape direct et tout ça. Mais je vais avoir tendance à surexposer un tout petit peu, parce que en général, parce que je sais que derrière, ma colorimétrie va un peu écraser les noirs et que je veux pas perdre tous les détails. Donc ça dépend du post-traitement en fait. Ça dépend, la post-prod dépend totalement du post-traitement que chacun applique derrière. Donc encore quelques images de ce shooting de couple, sur lequel tu travaillais avec une styliste. Oui, exactement. En fait, on avait une décoratrice, une wedding planner, fleuriste. Enfin, là, on avait quand même une petite équipe autour de nous pour créer la déco qu'on voit derrière et l'ambiance. Et là, on était arrivé après la cérémonie, au moment du dîner. On s'était dit que ce serait joli parce que le dîner, c'est un truc qu'on a tendance un peu à zapper parce qu'on dit voilà, les gens sont en train de manger, on va pas aller prendre en photo la bouche pleine. Voilà, mais là, sur un elopement, on peut se dire que pour au moins quelques images, on peut arriver à faire un joli setup et profiter de la jolie décoration de la table faite par la fleuriste et par la designer. Et c'est important aussi pour les fleuristes d'avoir aussi ce genre d'image. Totalement, c'est important pour les fleuristes, c'est important pour le couple. Faut pas oublier qu'ils ont investi en fait dans la décoration, donc faut qu'il en reste quelque chose. Exactement. Quelques images plus en close-up. Alors là-dessus, on voit que tu travailles sur des sensibilités qui varient d'une photo à l'autre. Et c'est la question de Philippe, puisque tu disais tout à l'heure que tu travaillais en exposition manuelle. Est-ce que tu utilises des ISO auto ou est-ce que c'est... Jamais. J'aime bien maîtriser tout de A à Z, et je pense aussi c'est parce que je suis peut-être de la vieille école. Ouais. Mais voilà, il ne faut pas oublier que ça fait 13 ans que je fais de la photo et que j'ai commencé vraiment à travailler à l'hybride à la sortie de la neuve, donc il y a 3 ans, 4 ans. 2017, donc bientôt 4 ans. Donc bientôt 4 ans. Mais du coup, j'ai continué à garder cette manière de travailler que j'avais déjà à l'époque du réflexe. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut quand même faire confiance au boîtier et utiliser les ISO. Surtout avec le fait de voir directement dans le viseur le résultat. On ne peut pas se tromper. Voilà, s'il y a une erreur, on la voit. On la voit tout de suite. Donc je pense qu'on peut totalement faire confiance à l'appareil et travailler en ISO auto. Moi, j'ai continué à tout contrôler sur mon boîtier de tous les réglages. Et alors on va aller voir un peu plus en détail pour se rendre compte du piqué. Alors je ne sais pas ce qui va pouvoir être passé à travers le filtre de notre retransmission, mais voilà, ça c'est une image qui a été prise, donc vous voyez en plan large. On a fait un zoom là pour voir au niveau de la définition que ça donne plus en détail au niveau de l'œil. La partie droite, c'est un agrandissement de l'image de gauche. Donc on voit bien que le piqué il est là. C'est ça, mais ce que je trouve assez fou, c'est que le piqué est là clairement. Mais c'est important, parce que ça va aussi dans mon style, que ce piqué, même si je veux qu'il soit là, qu'il ne rende pas l'image artificielle. C'est-à-dire qu'on peut voir ça avec des écrans de télévision, par exemple, où l'image est tellement nette, tellement piquée, qu'on peut avoir l'impression d'image de synthèse. Et c'est surtout pas ce que je cherche à avoir dans mon résultat. Il faut garder de l'enrobage. C'est ça, on veut avoir quelque chose qui soit piqué, mais qui soit quand même assez doux, qui soit une image qui soit assez ronde. Et c'est ce qu'on arrive à obtenir là. Et j'ai essayé de la partager sur la photo zoomée à 100% sur Instagram. Malheureusement, la compression fait qu'on ne se rend pas du tout compte. Mais là, l'image, en fait, on arrive à voir les détails. On peut même zoomer au-delà du 100% et on va avoir les détails jusque dans l'œil. On peut me voir sur certaines images dans l'œil de la modèle. Ça, c'était un exercice qu'on avait fait avec un photographe de portrait, Laurent Hini, avec qui on avait fait un workshop l'année dernière, où on avait fait la photo
dans l'iris du modèle. On était allé zoomer, et c'est vrai que c'est assez bluffant de voir ce qui peut en ressortir. Donc les optiques GM avec leur définition. Et là, on précise que tu as tout fait à l'Alpha 7R4, donc avec un boîtier dont la définition ne pardonne rien finalement à l'approximation. C'était un peu, je trouvais ça rigolo d'utiliser la 7R4 en sachant que c'est un boîtier, donc c'est un boîtier que vous m'aviez prêté, parce que moi j'en possède pas, je travaille vraiment à la neuf tout le temps. Mais je m'étais dit que quitte à utiliser l'optique, autant voir ses capacités sur un boîtier, voir si la moindre erreur pouvait être pardonnée sur un boîtier comme la 7R4. Et là, la preuve que non. Voilà. Encore une image en haute sensibilité, donc là 5000 ISO. Donc là, on précise qu'il n'y a pas d'éclairage en dehors des bougies, c'est ça? Il y a les bougies, en fait, il y en a donc il y a le rétroprojecteur qui éclaire un petit peu, enfin du moins la réflexion, parce que le rétroprojecteur il est à leur pied. Donc en fait, on a l'écran qui nous sert un petit peu, on a les bougies qui sont derrière, et on en a d'autres qui sont posées à leur droite, qui sont donc hors champ, et on n'a que ça. C'est que de l'éclairage à la bougie. Donc voilà, la photo à la bougie, ça marche aussi. Bernard voulait, alors c'est plus pour la photo à la bougie, mais plutôt la photo à contre-jour. Tu disais tout à l'heure que des fois sur des contre-jours, on pouvait avoir des problèmes d'acquisition de plan. Tu disais qu'en fait, non, pas sur un Alpha 9. Mais lui demande, est-ce que ça t'arrive de repasser sur la mise au point manuelle? Jamais. Jamais. J'utilise l'autofocus, j'utilise la détection de l'œil, qui fonctionne aussi très bien, même à contre-jour, et ça suffit largement. Après, la mise au point manuelle, pourquoi pas, hein. Si on veut vraiment chercher quelque chose de très très particulier, si on veut un détail, alors peut-être pas sur du portrait, parce que la plupart du temps, sur le portrait, on essaie quand même de viser l'œil. Mais ça peut être utile sur de la photographie d'objets mais sur de la macro. Sur de la macro. On veut être sûr d'être bon sur un pistil, d'être vraiment sûr. Et bon, là aussi, on a la possibilité avec les boîtiers, notamment avec l'Alpha 7R Mark IV, d'être hyper précis sur l'acquisition du point autofocus, d'aller vraiment, comme avec une pipette, aller chercher l'endroit précis où on veut, ouais. Alors on arrive sur une série, on va terminer là-dessus, mais c'est une série assez formidable et je crois que c'était ton coup de cœur de l'année, cette série-là. Oui, pour plusieurs raisons. C'est parce que c'est un projet qui sort directement de ma tête, donc forcément, quand on le voit abouti, on a un sentiment particulier, un attachement particulier à ce genre de projet. Mais oui, j'avais envie d'évoluer un petit peu sur le traitement de mes images, sur le style, et de faire évoluer le Moody comme j'ai eu l'habitude de le faire sur ces dernières années vers quelque chose, je ne vais pas dire en plus, mais différent, disons, différent. Et ça, je me suis dit que ça collerait très bien avec des images typées années 70. Et donc voilà, on a organisé ce shooting-là sur le thème, entre guillemets, des années 70, ou en tout cas avec des codes qui sont très tirés des années 70. Et donc l'idée, c'était quoi? Il y a une inspiration particulière dans tout ça. Ça vient d'où? Parce que tu dis ça sort de ta tête, mais quelque part c'est peut-être un assemblage aussi, des différentes choses qui peuvent t'inspirer. Oui, en fait le but du jeu c'était d'avoir une image, d'avoir un rendu final sur toute la série qui soit le plus possible cinématographique. Donc vraiment qu'on ait l'impression que chaque photo soit une image tirée d'un setup de film, par exemple. En plein tournage, on a des éclairages artificiels, là pour le coup il y en a. Il y a des éclairages artificiels qui ont été utilisés. Et l'idée c'était de retranscrire vraiment cette ambiance-là. D'accord. Et d'ailleurs Marion, alors j'imagine Marion que vous posez la question sur cette image-là en particulier. Comment obtenir ce grain très lisse et doux avec ce piqué si fin? Parce que bon, on est à 2000 ISO, donc c'est pas le grain le plus fin qu'on peut obtenir éventuellement, mais c'est vrai qu'il y a cette douceur, il y a une ambiance aussi, là il y a aussi un petit peu peut-être de fumigène qui a été utilisé pour adoucir le fond. Il y a un petit peu de brume qui nous a permis un peu surtout d'atténuer la lumière, parce que voilà, le problème là c'est qu'on aurait eu la lampe derrière qui aurait été vraiment, on aurait vu chaque spot de manière très nette, donc effectivement là il y a de la lumière qui est diffusée avec un diffuseur. Il y a un petit peu de fumée pour rendre un petit peu cette ambiance un petit peu plus douce. Et c'est ce qui fait aussi qu'on a l'impression que l'image est nette, mais pas super sharp. Ça joue... Ça enrobe un petit peu, ça nimbe un petit peu toute l'ambiance. Parce que là, on est finalement assez loin de ce que tu décrivais tout à l'heure du style Moody, où tu disais que tu étais sur du noir qui était très marqué. Là, on est dans la nuance. Le but du jeu, c'était justement d'avoir des images qui soient beaucoup moins contrastées, qui soient beaucoup plus douces. Et donc, est-ce qu'on est à l'aube d'un changement de style dans ton travail? On est à l'aube d'une évolution, je dirais.
Je dis pas que tous mes prochains reportages vont être dans ce style-là, déjà parce que là, il y a vraiment un gros travail sur le setup en lui-même et sur l'éclairage artificiel qu'on ne pourra pas forcément reproduire sans remariage. Mais tout doucement, peut-être je contraste un petit peu moins mes images, je change un peu mes angles de vue par rapport à d'habitude où j'avais tendance à choisir des endroits où je mettais mes sujets, par exemple, très proches d'une source lumineuse pour justement avoir un arrière-plan qui soit assez contrasté et assez sombre. On est à l'aube d'une petite évolution, disons. D'accord. Et alors avec, tu le disais, une approche très cinématographique. C'est ça. Alors, moi, quand j'ai vu cette image, j'ai tout de suite pensé à quelque chose, et quand je te l'ai montré tout à l'heure, tu m'as dit, mais non, mais en fait, j'avais pas du tout fait le rapprochement. Marie-Pierre, si tu peux retirer le direct pour vous montrer, voilà, moi, ça m'a fait penser à cette image-là, Pulp Fiction. Et c'est vrai que bon, ça colle tout à fait avec l'idée du cinématographique, mais je trouve qu'il y a une symétrie presque parfaite entre ces deux images. Mais toi, c'est quelque chose que tu n'avais pas du tout calculé. Et non, et en fait, c'est drôle parce que donc, quand tu m'as montré l'image avec Pulp Fiction, tu es le premier à me le dire. La ressemblance avec Pulp Fiction, c'est pas cette photo, elle n'est pas du tout inspirée de Pulp Fiction. Elle est inspirée des codes cinématographiques du côté 70s. Et à la base, l'inspiration première, c'était Gainsbourg-Birkin et ce côté un petit peu nonchalant. Et voilà. Et c'est pas du tout tiré de Pulp Fiction. Mais du coup, quand tu m'as montré ça et tu m'as dit, mais on dirait que tu as repris un peu l'ambiance, les codes de Pulp Fiction, ça m'a fait rire parce que tu es le premier, tu es le seul, du coup, à m'avoir donné cette référence. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, ça m'a frappé. On regarde encore une photo de couple. Alors, ça me permet d'aborder la question d'Ibrahim qui voudrait qui voulait savoir comment tu fais avec l'autofocus quand tu travailles à f1.4 sur un couple, parce que du coup, tu es obligé de choisir un plan de mise au point. Forcément, il faut choisir un de. Alors, à moins d'avoir. C'est toi qui fais le choix de sur qui tu focalises. Exactement. En fait, rares sont les scènes où on a deux personnages qui soient exactement sur le même plan. Même quand on fait des photos de couple, on a toujours soit le mari qui est légèrement derrière parce qu'il la prend dans ses bras. Donc en fait, on choisit ce qu'on a envie de mettre en avant quand on shoot à 1.4. Et de toute façon, voilà, les poses font que, à moins qu'on cherche vraiment à avoir une image où les deux visages soient exactement au même plan, ou alors on diffère un petit peu. On a vu tout à l'heure sur tes images de robes de mariée, où là l'idée c'est plus de mettre en relief le vêtement. Le vêtement, exactement. Où éventuellement il faut avoir un peu plus de profondeur de détail, où tu travaillais à F2. F2, il m'est même arrivé sur certaines photos où la modèle, on la voit en plein pied, d'être sur F4. Il suffit qu'en plus qu'elle ait un peu de mouvement. Donc l'idée c'est d'avoir son visage, mais aussi la robe en entier, même quand son bras est un peu sur le côté avec le mouvement de la robe. Donc là effectivement, si on cherche à avoir une scène plus largement nette, dans ce cas-là, effectivement, on n'utilise pas des ouvertures 1.4, mais c'est pas forcément ce que je recherche. Dans toutes les poses, on peut parler sur celle-ci, ce qui m'intéresse là, c'est clairement son visage à elle. Ouais, c'est l'expression, elle est là, oui. C'est son expression à elle, son visage à lui, il est caché par les cheveux, du coup ça n'a aucun intérêt qu'il soit vraiment très net, mais même s'il avait dégagé son visage, ce qui m'intéresse là, c'est vraiment son expression à elle. Donc il y a des choix à faire. Il y a des choix, exactement, il y a des choix à faire. Alors tu parlais de l'ambiance cinématographique, donc là on est vraiment dedans avec ces images, avec cette lumière là qui vient s'infiltrer entre les deux profils. Et ça c'est une image du coup qui a même été spotée, on va dire, par un site qui s'occupe, enfin qui a pour thématique la photo de cinéma. Exactement, et c'est une petite fierté. Ouais. C'est un site qui a un compte Instagram aussi qui s'appelle Photo Cinematica et qui reprend les photos donc, de photographes partout dans le monde qui reprennent les codes cinématographiques et un peu film aussi. Et du coup, ils ont spoté effectivement, comme tu dis, cette image que j'ai prise et ils l'ont publiée. Et c'est un peu une petite fierté parce qu'on se dit que si eux ont trouvé qu'il y avait suffisamment de codes cinématographiques pour que ce soit publié chez eux, c'est quelque part, je me suis pas trop trompée sur ce que je cherchais à faire. Voilà. Et donc ça a aussi donné l'objet d'un film. Il y a aussi Jérémy qui a filmé, qui a fait un film sur ce shooting. Exactement. On peut retrouver sur son profil Insta. On peut le retrouver sur son Instagram, on peut le retrouver sur notre page Facebook. On ne l'a pas encore mis sur le site, il faut qu'on fasse une petite mise à jour. Mais oui, on peut le retrouver déjà sur l'Instagram de Jérémy. Et si ces images vous ont plu, je suis sûr que le film de Jérémy vous plaira aussi. Alors on parlait tout à l'heure du flash. Ouais, et ben voilà. Et ben voilà, on y est. Donc là, c'est vraiment pour l'aspect créatif que tu l'as utilisé. Exactement ça. Là, on n'est pas sur des images de dance floor ni quoi que ce soit. On revient aux Zeiss là.
Oui, oui, oui. J'avais changé juste avant parce qu'en fait, dans toute la série, on était parti faire des images sur une fête foraine. Donc, qui dit fête foraine dit néon dans tous les sens, machin, etc. Et j'avais pris mes deux boîtiers avec le 35, le GM, et celui-là, et l'autre, c'était la 7R4. Mm. Et comme j'avais le banding sur la 7R4, par flemmardise absolue, je le concède, j'ai switché sur le Zeiss. Et, voilà. Et donc ça, là, tu utilises le flash parce que c'est ce qui donne l'ambiance de l'image. Exactement. Là, on est même, alors on est sorti peut-être un peu du code cinématographique pour être dans un truc un peu plus mode. Mais l'idée, c'était d'avoir toujours ce côté un peu rétro. Et du coup, l'utilisation du flash comme ça, c'est en direct, c'est un truc qui s'est fait beaucoup. Alors pas dans les années 70, mais plus dans les années 90. Mais je trouvais ça hyper amusant de jouer sur ce style-là. Et là, du coup, de sortir de mon habitude d'utiliser le flash uniquement pour des effets voilà, de soirée, de mouvement, etc. Et de l'utiliser vraiment pour quelque chose de franc. Ouais. Et qu'on voit aussi parfaitement sur cette dernière image un peu à la Ouija, hein, on va dire. C'est ça. Dans l'histoire qu'on s'était mis dans notre tête, on était parti sur... évidemment, on est parti très loin hein, dans notre imagination, mais on s'était dit, ce serait cool d'avoir un peu l'idée d'un couple... qui essayent, peut-être un peu connus, qui essayent de passer incognito dans les rues, ils viennent de se marier civilement, ils n'ont pas envie, et les paparazzis leur tombent dessus, et ils commencent à les flasher dans la rue, comme pris en flagrant délit à la paparazzi. À la paparazzi, et du coup, si on veut cet effet paparazzi, là, le flash a toute sa place. Toute sa place, évidemment. Alors, on a la réponse à la question, le 35-1.4 GM, vous le choisiriez en priorité, pourquoi? En fait, la plupart d'entre vous le choisiraient pour sa luminosité. Pour le f1.4. Donc vous avez de la chance parce que pour le f1.4, vous avez le choix entre le 35 GM et le 35 Zeiss. À vous de voir quel est celui qui vous apporte la patte d'image qui vous correspond le plus. Donc en tout cas, voilà, c'est une image d'au revoir, hein. C'est un no photo, mais c'est aussi un bye bye. C'est ça. Donc en tout cas, un très grand merci à toi, Béatrice, d'être venue ce soir nous partager déjà ton univers créatif et puis aussi ton expérience, ta première expérience du 35 1.4 GM. Toi, tu l'adoptes? Moi, je vais l'adopter dès qu'il sera disponible. Je pense qu'il viendra se mettre dans mon sac. D'accord, tout seul comme un grand. Tout seul comme un grand. Sur des deux petites pattes. Voilà, toc, 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 toc. Super. Et merci beaucoup encore, Béatrice. Merci de m'avoir invité. Hein. Et puis on va juste quelques petits rappels avant de quitter l'antenne pour vous redire que vous pouvez retrouver tous ces webcasts que l'on fait. Bon, maintenant on va les faire tous les 15 jours avec Marie-Pierre et puis il y en aura peut-être d'autres qui vont s'intercaler que vous aurez le plaisir de découvrir à partir du mois prochain. Tous ces webcasts, vous pouvez les retrouver sur la page YouTube Sony France, également en replay sur la page Facebook. Donc n'hésitez pas si vous avez manqué le début, et j'ai vu des questions qui sont arrivées de gens qui peut-être n'avaient pas suivi le début parce qu'ils me reposaient des questions qu'on avait abordées. Donc n'hésitez pas à aller le revoir dès qu'il sera publié dans les jours prochains. Vous rappelez aussi qu'il y a toujours l'exposition du Sony World Photography Award qui est en ligne sur le site du worldphoto.org. Donc c'est aussi une très grande source d'inspiration, une très grande diversité de regards et je vous invite à aller, puisque aujourd'hui les musées sont fermés, il y a quand même des galeries ouvertes, notamment celle-là sur internet, donc c'est une consultation sur écran mais vous pourrez la parcourir comme si vous vous y promeniez et vous allez voir, il y a beaucoup d'inspiration à y piocher. Et puis en termes d'inspiration, et puis aussi pour continuer à aborder ce 35 1.4, vous allez pouvoir retrouver sur Alpha Universe également les premières impressions qu'ont eu deux photographes, Stéphane Lieberman et Denis Schweitz, qui l'ont essayé en photo et en vidéo, et qui, à travers l'article qui a été publié, vous retranscrivent un petit peu ce que eux en ont pensé pour compléter voilà, ce que tu nous as raconté ce soir, eux dans d'autres domaines, plutôt de domaine outdoor. Voilà, et on vous dit à très bientôt. Nous, on vous retrouvera à la fin du mois, le dernier jeudi du mois de janvier, pour un webinaire qu'on consacrera justement, et parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui se posaient des questions sur l'Alpha 9, et c'est vrai que quand on regarde des fois les fiches techniques de l'Alpha 7.3, de l'Alpha 9, on se dit sur le papier, c'est deux capteurs de 24 millions de pixels, etc. Qu'est-ce qui les différencie? On va vous expliquer tout ça. Donc n'hésitez pas à vous connecter, donc je crois que c'est le 26, jeudi 26 janvier, donc dans 2 semaines, pile 2 semaines, on aura le plaisir de vous retrouver pour un webcast qui sera du coup un peu plus technique, mais aussi très enrichissant. Et je suis sûr que voilà, j'ai compris à travers vos questions que ça faisait partie de vos attentes. D'ici là, on vous souhaite de
bien vous porter, de prendre soin de vous surtout. Et puis merci encore Béatrice. Merci. Bonjour à Jérémy. Ben, je n'y manquerai pas. Merci à Marie-Pierre qui était ce soir derrière l'écran comme d'habitude. Et puis on vous dit donc à très vite pour ce prochain webinaire et on vous souhaite une excellente soirée.